après, il y a aussi des observations qui ont bousculé les choses, qu'il faut garder en mémoire. C'est que, par exemple, la courbe du chômage ne suit pas forcément la variation de l'emploi. Hein, et ça, on l'a vu ces dernières années. Parfois, on crée de l'emploi et pour autant, on ne voit pas les effets sur le chômage. Alors parfois, pour les élus locaux, c'est extrêmement frustrant parce qu'on se dit politiquement, il y a quelque chose qui est en route, mais on n'a pas les résultats voulus. En fait, il y a des décalages importants dans le temps. Et donc, ça peut être lié à des phénomènes démographiques, de renouvellement de main-d'œuvre. Si vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, même s'il y a pas mal d'emplois qui sont créés, bah, vous avez quand même une pression sur le chômage. Vous avez la déconcentration de l'emploi, c'est-à-dire des emplois qui sont pourvus par des personnes qui ne résident pas sur le territoire. Et ça, c'est une préoccupation qu'on doit avoir de plus en plus, notamment avec le télétravail, avec l'élargissement des espaces, des déplacements domicile-travail, etc. Et puis également l'inadéquation entre l'offre et la demande, avec des problèmes de formation, d'orientation, d'image du secteur, qui peut se traduire par des difficultés de recrutement et la recherche d'une main-d'œuvre en dehors du territoire. Et ça, c'est ce qu'on va vivre. Parce que même si on fait tous les efforts, alors c'est ce qu'il faut qu'on minimise. Hein. Mais là, maintenant, il faut vraiment travailler sur les questions de formation, il faut préparer la main-d'œuvre dont on aura besoin dans les prochaines années. Après, il y a ce qu'on appelle entre nous, hein, de toute façon, on est entre nous, c'est le petit-déj, hein, le chiffre qui tue. Alors ça, c'est un point intéressant parce que c'est aussi ce chiffre qui tue qui va faire bouger les choses. Alors ici, on a nos collègues Guillaume, Edouard, etc., qui travaillent sur les questions de mobilité, de déplacement, et ils avaient sorti un petit poster. Et dans ce poster, alors ici, il y avait une petite donnée, et c'est celle-là qui a vraiment percé. Hein, et souvent, on se dit, alors ce sera quoi le chiffre qui va percer? Et là, ce chiffre nous disait que chaque jour, les déplacements en voiture dans la région dunkerquoise représentent 171 fois le tour de la Terre. Chaque jour, 171 fois le tour de la Terre. Ça, c'est un chiffre qui tue. Et c'est le genre de chiffre qui va ouvrir le débat, qui va permettre de faire avancer les choses et de faire progresser notre territoire. Alors, on a aussi eu des indicateurs inédits. L'indice, par exemple, l'indice de plus-value territoriale, c'est un indice qu'on suit assez régulièrement. C'est un indice assez élaboré. En fait, on prend toutes les transactions immobilières du territoire, on crée un logement fictif et on regarde quel est le prix de ce logement quand on le place à Malo-les-Bains, à Bierne, à Cézelle, à Drincam, à Onscott, etc. Et on voit quelle plus-value ou moins-value ce logement va observer. Voilà, ça c'est la carte qui est toujours très attendue, notamment par les notaires et les agents immobiliers, mais pas que. En 2009, là aussi, ça a été un tournant pour nous. On a dévoilé notre première toile industrielle et on a inauguré un nouveau paradigme d'observation et de prospective hein, qui répond à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à anticiper, donc on crée des outils de simulation. S'il se passait telle chose, quelles seraient les conséquences? Par exemple, on l'a utilisé beaucoup pour le Covid. S'il y a un virus en Chine, quelles sont les conséquences sur l'industrie automobile en Europe, sur l'activité d'ArcelorMittal Mardy, ArcelorMittal Dunkerque, le ferromanganèse, le silicomanganèse, l'activité du port, les impacts sur l'énergie, etc., etc. Et on s'est rendu compte qu'un virus en Chine pouvait changer le niveau du canal de Bourbourg à Bourbourg, en suivant simplement toutes ces flèches. Et aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, on a fait exactement le même exercice. Et on voit très bien que quasiment tous nos secteurs vont être touchés. Et on a quelques entreprises qui pourraient être touchées quand même sensiblement. Et en même temps, notre territoire se positionne de fait comme un territoire stratégique au niveau national, avec son terminal méthanier, avec son terminal gazier, avec du gaz de Norvège. Donc on a aussi des éléments importants qui ressortent de ce type d'analyse. On a aussi créé la veille spatialisée des projets. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas la veille spatialisée des projets,
c'est un outil redoutable qui nous permet de voir sur l'ensemble du territoire quels sont les projets qui émergent, qu'est-ce qui bouge sur le territoire, où en sont ces projets, qu'est-ce qui est lié à ces projets, quels impacts ils vont pouvoir avoir, etc. etc. C'est un outil incroyable. Hein, donc, on a une cartographie extrêmement précise de ces projets. Alors, ce n'est pas uniquement des projets publics, hein, ça peut être des projets privés, confrontés à des projets publics, qui sont portés par la CCHF, par la CUD, par Enedis, par RTE, par GRT Gaz, par le port, etc. Et tout ça mis bout à bout nous permet d'avoir une carte de la dynamique des territoires qui est extrêmement utile quand on veut travailler sur la spatialisation. Alors aujourd'hui, bon, l'observation à l'agence, c'est quelque chose de très complet, peut-être trop complet. On a beaucoup d'outils, à tel point que tout le monde n'en a pas vraiment conscience. C'est-à-dire que l'observation à l'agence aujourd'hui, c'est des repères stratégiques, avec les repères stratégiques de l'emploi, les repères stratégiques des états généraux de l'emploi, les repères, les chiffres clés du tourisme. On a l'étoile, on a des guides, habitat en chiffres, l'iconographe, les états des lieux, les tableaux de bord sur la mobilité, sur l'habitat, sur la démographie. On fait des études ciblées sur le Covid, sur l'innovation, etc. On a des axes d'observation permanents. C'est-à-dire que vous avez ici quasiment la totalité de l'équipe qui suit en permanence des données du territoire. On a une veille spatialisée des projets, on a de la data visualisation, c'est-à-dire des outils numériques qui vont vous donner une description des tendances extrêmement fines. On a des approches transfrontalières à l'échelle d'Urba 8. On a aussi de l'observation à l'échelle du PMCO. C'est-à-dire qu'on a un outil vraiment très complet, mais tellement complet qu'on n'en a pas forcément conscience. Est-ce que tu envisages d'embaucher une cartomancienne? Ça peut être intéressant. Ah, ça peut être bien. Alors, on va peut-être l'intégrer à notre projet. Hein. Oui. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le projet pour les prochaines années. Alors, ce projet s'appelle Vigilab, c'est-à-dire on va proposer à l'agence et quasiment à toutes les agences de France un nouveau paradigme d'observation stratégique. On a déjà des demandes de nos collègues sur d'autres territoires qui veulent savoir ce qu'on va faire, parce qu'il y a un truc qui va émerger à Dunkerque. Et c'est exactement ce que tu indiquais tout à l'heure. L'idée, regarde la diapo suivante, c'est de travailler à la fois sur la vigie. Alors, c'est quoi la vigie? La vigie, c'est regarder ce qui va arriver et prévenir les copains. Donc, c'est observer, anticiper, alerter. Donc, c'est avoir cette observation réactive qui soit directement liée à l'alerte et à l'aide à la décision. Et lab pour laboratoire. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de réunir les gens, réunir les acteurs pour partager des informations et travailler l'intelligence collective. Donc l'ambition du projet, c'est de déployer une observation nouvelle génération qui répondrait aux besoins des partenaires stratégiques avant même qu'ils n'aient pu les formuler, c'est-à-dire qu'on n'attend pas des commandes. C'est fini, l'agence, vous allez faire une étude sur un sujet dont on connaît déjà les résultats. Parce que si on a demandé l'étude, c'est qu'on sait qu'on n'est pas très bon. Et donc, vous allez nous sortir l'indicateur qui confirme ce qu'on avait déjà anticipé. Non, maintenant, il faut travailler pour la stratégie, pour l'aide à la décision, surprendre, démontrer la pertinence de certaines options stratégiques, aider à la décision, ouvrir le champ des possibles, révéler des opportunités. Surprendre avec un indicateur. Aujourd'hui, on sait que dans les communes, parfois, on a 30 à 40% des ménages qui sont composés d'une seule personne. Est-ce que tous les élus locaux ont conscience de ça? Est-ce qu'on travaille avec ces citoyens de la même façon quand on sait que plus d'un tiers des citoyens vivent seuls? C'est le type de données qu'on veut mettre en communication et on veut interpeller pour faire agir. Augmenter l'appropriation collective des observations en associant l'expertise locale. L'observation nouvelle génération se veut également participative. Ça, c'est les labos. Donc, en gros, on travaille sur un sujet. Nous, on n'est pas omniscient.
Hein, on ne sait on ne connaît qu'une toute petite partie du sujet. Les vrais experts, c'est ceux qui travaillent sur le terrain, qui sont en contact direct avec la population, qui vont nous faire remonter des informations qui parfois vont totalement contredire ce que nous disent les chiffres. Et les chiffres ne sont pas forcément meilleurs que les gens de terrain. Donc il faut qu'on travaille sur ce contact, sur cette mise en relation. Et c'est une révolution. C'est une révolution et c'est de l'énergie. Hein, donc voilà. Être en capacité de déployer des présentations stratégiques rapidement et efficacement afin de rester incontournable dans l'accueil de délégations et dans l'événementiel. C'est-à-dire que nous, on reçoit de plus en plus des délégations qui viennent de partout. Là, ne serait-ce que sur un an, on a reçu des délégations d'environ 40 pays différents à la Halle au Sucre. 40 pays. Il faut être en capacité d'avoir un discours qui soit pertinent vis-à-vis de ces délégations. Avec Franck et Bernard, régulièrement, on reçoit aussi des délégations ici. On a reçu des représentants gouvernementaux de 30 pays différents il y a un mois. Bon, c'est un nouveau paradigme. Depuis qu'on est à la Halle au Sucre, notre métier a quand même beaucoup évolué. Et donc, il faut qu'on fasse évoluer tout ça. Ce que Vigilab ne sera pas. Pour bien comprendre les choses, c'est toujours bien de savoir ce qu'on ne sera pas. Donc, une observation statique, on reste sur les dynamiques, on va s'intéresser à l'analyse, et donc ça n'est pas un système d'information qui fournit de la donnée, on n'est pas des fournisseurs de données, c'est comme si vous alliez chez votre concessionnaire, non pas pour acheter une voiture, mais pour avoir le carburant qui est dans la voiture. Non, nous, on fournit de l'analyse, notre cœur de métier, c'est ça. On ne sera pas un producteur d'études qui ne serait pas lu, qu'on garderait au cas où. Hein, fournir des grosses études de 100 pages, on n'a pas le temps de dire, mais ça vient de la GUR, donc on aime bien, on va quand même le garder, puis peut-être que ça nous sera utile, et le jour où c'est utile, on ne va pas voir l'étude, on va sur Internet. Donc les choses, ça marchait il y a quelques années, mais aujourd'hui ça ne marche plus. Ça. On ne sera pas une antenne locale de l'INSEE, un observatoire en chambre, ou des observatoires thématiques cloisonnés. Ça, on garde cet esprit de décloisonnement, l'esprit de silo, ce n'est pas pour nous, hein, donc on ne veut pas du tout le développer. On a un triptyque pour Vigilab, d'abord la compréhension stratégique, comprendre ce qui se passe. Hein, donc c'est observer et comprendre les phénomènes grâce à la confrontation d'une lecture collective des faits. Hein, donc c'est les labos. Le deuxième point, c'est pouvoir alerter. Et le troisième point, c'est saisir des opportunités, c'est aller au-delà de l'alerte et voir collectivement, derrière cette alerte, est-ce qu'on peut déceler des opportunités pour le territoire. Et donc, dans le fonctionnement d'un labo, hein, d'un Vigilab, on a des étapes. D'abord, on prépare un support de repères stratégiques. Nous, on va travailler un peu de façon traditionnelle pour voir un petit peu quelles sont les tendances qu'on observe. Ensuite, on décline les questions qui seraient posées aux experts. Est-ce que nous observons la même chose qu'observons-nous? Qu'est-ce qu'on retient de ces observations? Il y a peut-être 10 indicateurs, mais parmi ces 10 indicateurs, il y en a 2 qui sont vraiment intéressants. Donc, on va voir quels sont les 2 indicateurs intéressants. Quels enseignements en tirer? Et ensuite, quelles opportunités ou leviers d'action pour le territoire? Donc, ça nécessite de sélectionner et réunir des experts. Ça, c'est très compliqué, hein, mais il faut qu'on apprenne, il faut que progressivement, on ait la main un petit peu sur cette procédure et puis produire une observation qui est partagée et un repérage d'opportunités. La façon de communiquer est aussi très, très importante. Si on communique des résultats de façon un petit peu compliquée, trop longue à lire, etc., ça ne sert à rien. Hein. Donc, la créa, ce qu'on appelle la créa chez nous, c'est-à-dire nos collègues de l'infographie, elle est très, très importante. Et donc, on va essayer de travailler sur des supports qui nécessitent une lecture limitée à 2-3 minutes, un titre accrocheur, des chiffres clés, un design à la fois pro, mais qui invite à la lecture, des publications beaucoup plus régulières. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir un bouquin d'une centaine de pages, ben, on sort régulièrement des fiches, des supports qui tiennent nos partenaires informés. La possibilité de réunir des planches en recueil. C'est-à-dire qu'après, quand on veut faire une réunion de travail, quand on veut travailler sur le SCOT, on a quand même le dossier complet. Hein, on réunit tout ça et puis on a notre document. Ensuite,
il faut savoir alerter. Et donc, ça nécessite un dialogue qu'il va falloir qu'on construise nous aussi en interne avec Franck et Bernard, entre tous nos observateurs, hein, nos 40 observateurs, et puis la direction pour savoir à quel moment il faut faire remonter des choses, il faut alerter, etc. Et quitte parfois à faire bouger un projet en cours et le redéfinir. Et donc cette idée de flexibilité de notre développement territorial, elle est extrêmement importante et elle est très liée à cette option vigilable. Ensuite, voilà, et donc on va travailler sur des supports nouveaux. Donc il y a l'étoile, le macroscope, c'est-à-dire la salle qui est juste à côté et qui permet d'accueillir des porteurs de projets et de discuter en direct des écosystèmes, hein, se plonger dans nos outils. Une future maquette numérique et une agence mobile. On va créer une agence mobile, c'est-à-dire qu'on va se donner la possibilité d'aller sur les territoires avec une maquette numérique. Donc ça, on va le construire en 3 ans, hein. C'est pas demain, hein. Ça va être plus vite que le PR, mais... Et donc, on a une thèse CIFRE qui va démarrer dans quelques semaines pour y travailler. Et donc, cette maquette numérique va nous permettre de travailler en direct avec la population, de présenter le territoire, de présenter ses grandes tendances, ses grands projets, etc. Et de travailler le dialogue avec la population, les élus, les experts locaux, etc. Travailler davantage de tutos, des vidéos, des montages, des expos, hein, des jeux. Vous travaillez aussi avec les plus jeunes, les familles, les enfants, etc., etc. Et on a un lieu exceptionnel pour avancer là-dessus. Alors la maquette numérique, on voit là une représentation. Celle-là, elle n'est pas très mobile. Nous, on va travailler sur une maquette plus mobile qu'on pourrait emmener dans un véhicule et déployer facilement avec peut-être une tente, etc. Enfin, on verra comment on va faire les choses. C'est une première, hein. Créer la première agence mobile de France, hein. Donc, on essuie les plâtres aussi. Ensuite, il y en a ailleurs qu'en France. Ah non. Non, la première mondiale. Ensuite, et puis on va essayer de travailler aussi sur de nouveaux concepts d'espace de travail. On le voit ici depuis le Covid. On a pas mal recruté, hein, notre agence grossit. Parfois, on se dit, mais on n'a pas assez de place. En fait, si. Les bureaux sont à moitié vides. On travaille totalement différemment. Il y a une partie télétravail, on va sur le terrain, on a 2 antennes, on a une antenne en CCHF, une antenne en CCFI. Donc, ça circule, mais ça veut dire que nos locaux, il faut qu'on les utilise un petit peu autrement, hein. Et notamment, alors je ne sais pas si j'ai encore une diapo. Ouais. Notamment, on aimerait travailler sur les vidéos et avoir la possibilité de filmer assez facilement des restitutions d'observations, hein, et donc créer une véritable Agur TV, hein, qui permettrait à tous nos partenaires d'avoir toutes ces informations de la façon la plus simple et la plus fluide possible. Et pour ça, il faut pouvoir la produire de la façon la plus simple et la plus fluide possible. Voilà, merci. Je vous écoute. À partir de là, moi, je te